au niveau de notre armée. Il y a aussi le dénuement matériel qui a été constaté sur le terrain. Qu'est-ce que le ministre de la Défense que vous êtes prévoit à court terme en termes d'équipement conséquent de notre armée? Et à ce sujet, que deviennent les armes saisies au niveau du camp Nabakom 2 lors de la reddition du RSP? Non, je voudrais vous dire en tout cas que toutes les dispositions seront prises pour que notre armée soit équipée. Et je voudrais simplement rappeler que une des missions qui sera demandée au nouveau chef d'état-major général des armées, c'est de faire le point général de tout le matériel militaire disponible, aussi bien dans les réserves de l'armée que dans tous les corps où ils sont censés avoir du matériel militaire. À partir de ce moment-là, toutes les dispositions seront prises justement pour rééquiper l'armée. Vous savez très bien que d'ores et déjà, pour permettre la mobilité de l'armée, nous avons engagé la commande de 150 véhicules tout-terrain pour permettre justement que sur les frontières, cette armée puisse avoir beaucoup plus de mobilité. Nous avons également engagé la recherche de l'appui aérien, qui est la question centrale du combat contre les terroristes dans le nord de notre pays. Et je dois dire que là également, nous sommes en train de travailler pour acquérir, je dirais, des hélicoptères qui vont nous permettre également d'appuyer nos forces au plan aérien. C'est pour dire que, simplement, pour répondre à votre question, je dois dire que les dispositions seront prises pour que notre armée soit équipée en tenant compte du type de combat que nous devons mener. Je crois que ça, c'est un engagement ferme sur lequel le gouvernement ne fera pas défaut. Monsieur le Président, Enoch Kindo, édition Citoyen. Est-ce que vous justifiez les retards, que les renforts arrivent le plus souvent sur les terrains de bataille? Est-ce que vous justifiez ces retards-là par simplement l'insuffisance de matériel? Non, je pense que vous savez que les retards d'arrivée des renforts, c'est dû d'abord à la distance entre, je dirais, les zones dans lesquelles ces armées se trouvent d'une part, et d'autre part, pour faire 45 km dans ces zones-là, parfois il faut 1h30 de route pour y arriver. Ça, c'est des réalités du terrain. C'est pour cela que un des aspects qui est posé, c'est la possibilité, si nous avions de l'équipement aérien, de pouvoir déporter sur le terrain rapidement des hommes en renfort. Pour le moment, nous sommes allés à Nosumbu, par exemple, pour venir de Djibo, il faut quasiment 1h30. Donc, comme je dirais, c'est comme les médecins après la mort, de façon concrète. Donc, ce n'est pas simplement une question de matériel, c'est une question que nous devons adapter nos moyens aux réalités du terrain sur lequel ces combats sont menés. Le ministre de la Défense n'a donc pas donné instruction aux forces de sécurité ou aux forces de défense d'arriver après la bataille pour éviter peut-être un bilan lourd en termes de massacre. D'arriver après la bataille, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que le ministre a donné des instructions, vous qui êtes le ministre de la Défense, Oui. Parce que c'est une rumeur dit que peut-être des instructions ont été données pour que les forces de sécurité arrivent en retard chaque fois sur les terrains de bataille. Je crois que ce sera de l'inconscience. Pour notre pays et pour notre patrie, nous devons nous battre jusqu'à la mort. Et ça, c'est une devise qui est bien connue. Quand nous disons la patrie ou la mort, ce n'est pas un vain mot. Donc il est impossible de dire à des forces de sécurité de ne pas assumer leur mission parce qu'on a peur d'un bilan lourd. Ça n'a aucun sens, de mon point de vue. Ok, Oumar Ouedraogo. Ok, Monsieur le Président du FASO, Ouedraogo, le FASO.net. Derrière ces attaques, certains Burkinabés, notamment des partis politiques, qui voient la main des barons de l'ancien régime. Des informations à votre disposition. Et le Burkina a-t-il affaire à des ennemis internes, externes ou aux deux à la fois? Pour ma part, pour l'analyse de savoir s'ils sont externes ou internes n'est pas intéressante. Ce qui importe, c'est que c'est des ennemis, qu'ils soient dedans ou dehors, on doit les combattre comme tels.
Je crois que c'est ça qui est l'objectif pour moi, en tant que ministre de la Défense, c'est que, en tout état de cause, nous avons un ennemi en face, nous allons le combattre comme tel. La différenciation de l'externe et l'interne est une différenciation qui n'a pas d'intérêt pratique. Nous devons sécuriser nos populations, nous devons sécuriser notre armée, nous devons les gonfler à bloc pour qu'ils aillent au combat et qu'ils défendent l'intégrité du territoire et que les autres forces de défense et de sécurité contribuent également à sécuriser nos villes et nos campagnes. Ousseini Ilboudo. Ousseini Ilboudo de l'Observatoire Palga. Monsieur le Président, on ne saurait gagner cette lutte contre le terrorisme sans des renseignements sûrs. Alors, au jour d'aujourd'hui, un an après votre prise de fonction, où en sont les réformes qui devraient être menées en tout cas à ce niveau-là, au niveau notamment en tout cas du Conseil national de défense et de sécurité et de l'ANR? Je dois pouvoir dire que l'ANR a été mise en place. Et je dois vous dire également qu'un réseau de renseignement, ce n'est pas quelque chose qui se met en place en un an. C'est tout un réseau qui doit se tisser sur l'ensemble du territoire avec des relais. Et je dois pouvoir dire quand même que pour l'instant, les informations que nous recevons sont des informations qui sont quand même qualitatives au regard non seulement de la jeunesse, mais également de l'équipement dont nous disposons. Parce que vous savez très bien qu'avant de quitter la présidence du Faso, qui avait un certain nombre de moyens pour traquer, je dirais, les communications internationales, notamment sur les réseaux satellitaires, ont été détruits partiellement lorsque la présidence a été libérée. Donc, par conséquent, il y a tout un travail de reconstruction à faire. Et je dois pouvoir vous assurer que nous y sommes. Et je dois pouvoir vous assurer également que, en liaison avec des pays amis qui nous aident également à former, je dirais, les éléments qui constituent l'ANR, d'ici quelques années, nous aurons un bon service de renseignement qui pourra travailler en collaboration avec les autres services de renseignement dans le monde. Simplice Barou. Simplice Barou, Radio Burkina. Monsieur le Président du Faso, selon des sources sécuritaires de la sous-région, le camp des réfugiés de Mentao, au nord du pays, c'est le lieu où les attaques du Cappuccino et du Grand Bassam ont été planifiées. Bon, on se pose la question, quelle est la situation sécuritaire au niveau des camps des réfugiés qui sont tout au long de nos frontières, particulièrement vers le Mali? Nous avons, disons, les mêmes informations que vous, à savoir donc qu'il faut accorder un peu plus d'attention au camp des réfugiés. Mais en même temps, il faut éviter de tomber dans un double piège parce que nous avons des engagements quand même internationaux et en tout cas nous avons demandé aux forces de sécurité d'avoir un regard vigilant de manière à veiller à ce que des personnes qui ont de mauvaises intentions ne puissent s'infiltrer là-bas, soit avec du matériel, soit en termes de renseignement pour situer les positions de nos troupes. Donc c'est une préoccupation qui est légitime, mais que nous devons traiter avec, je dirais, beaucoup de tact, de mon point de vue. Voilà, Bondi Woba. Bondi Woba, de pays. Monsieur le Président, cela fait bientôt un an que le docteur Elliott a été enlevé. Son épouse a été plus tard libérée, mais l'époux jusque-là est entre les mains de ses ravisseurs. Qu'est-ce qui est fait exactement pour obtenir aujourd'hui sa libération? Mais vous savez que lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est une question qui est toujours difficile. Parce que d'abord, on ne peut même pas situer aujourd'hui là où le docteur Elliott est détenu. Est-ce au Mali? Est-ce au Niger? Est-ce vers nos frontières? Personne ne le sait. Donc nous sommes obligés de travailler en collaboration entre les trois pays, à travers donc les renseignements, pour essayer de situer avec qui d'abord il faut discuter éventuellement, ou où il est détenu, afin de pouvoir le libérer. Mais nous gardons toujours bon espoir que c'est une question qui trouvera une solution.
Alors, Monsieur le Président, quand on vous écoute, il y a beaucoup de projets, vous envisagez beaucoup d'actions dans ce domaine donc, de la lutte contre la menace terroriste. Alors, avec autant d'actions, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le tout sécuritaire au niveau de notre pays? Parce qu'on sait que c'est vrai que c'est extrêmement important, mais est-ce qu'on ne risque pas de focaliser toutes les attentions et toutes les énergies rien que pour la sécurité? Non, je pense qu'il faut accorder à la sécurité son importance. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'investisseurs si le pays est en insécurité. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les Burkinabés soient tranquilles dans leur travail s'ils ne sont pas en sécurité. Nous n'allons pas, disons, mettre tout le budget dans la sécurité, mais je pense qu'il faut en tout cas faire en sorte que nous puissions accorder à la sécurité vraiment sa place dans la vie du développement du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays qui a plusieurs frontières. Comme vous le savez, ce sont des frontières qui sont poreuses. Il y a des difficultés, évidemment, d'assurer un bon contrôle sur l'ensemble de ces frontières. Donc, comme je dis, aujourd'hui, je crois que tout le peuple burkinabé soutient l'idée qu'il faut effectivement renforcer les moyens au niveau de la défense et de la sécurité. Mais comme je le dis chaque fois, nous devons faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre la nécessité justement de donner à la sécurité sa place et la nécessité également de poursuivre les axes de développement tels que nous les avons définis dans notre programme national de développement économique et social. C'est pour dire donc que la sécurité aura une meilleure place et nous devons lui accorder cette place de mon point de vue. Selon d'aucuns, le Burkina était épargné parce que justement, ce n'est un secret pour personne. Les Touaregs qui sont indexés pour ce genre de tourisme étaient maternés au Burkina. On leur donnait le gîte, le couvert, notamment le MNLA. Ce qui fait que, en tout cas, le Burkina était épargné. Est-ce qu'aujourd'hui, la réelle politique, contre la réelle politique, est-ce que vous êtes prêts aussi à pactiser avec le diable pour épargner au Burkina ces affres de violence-là? Non, je voudrais vous rassurer que d'abord, il ne s'agit pas forcément de Touaregs. La question, c'est qu'il y a des Burkinabés qui se sont inscrits dans l'axe du terrorisme. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, on parle du MNLA, mais le MNLA a signé, il est dans l'accord avec le Mali, dans le cadre donc de la recherche de la paix et de la réconciliation donc qui est engagée au Mali. Mais je voudrais dire que le phénomène terroriste n'est plus un phénomène simplement qu'on doit affecter à des Touaregs, mais on doit l'affecter également à des Burkinabés. Et vous savez que lors de l'attaque de Samborougou, ceux qui ont mené cette attaque, c'était des Burkinabés. Ils ont été arrêtés au Mali. Et dans le cadre de la coopération, lorsque nous avons envoyé la sécurité pour les interroger, un de ces Burkinabés a dit que si c'était à refaire, il le referait sans sourciller. Et c'est pour dire qu'il ne faut pas voir toujours le mal ailleurs. Le mal se développe chez nous et nous avons intérêt à y faire face avec toute la lucidité qu'il faut. Monsieur le Président, je reviens encore sur la question donc, du terrorisme, un aspect important. Vous avez parlé de galvaniser donc, les troupes pour qu'on puisse véritablement lutter contre le phénomène. Moi, je reviens sur un aspect important, la question de la prise en charge des éléments sur le terrain. Ce qui nous revient, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, souvent, il y a des blocages sur la prise en charge qui est prévue pour les soldats sur le terrain. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes prêt à donner les instructions fermes pour qu'on arrête désormais de prendre ce qui ne revient pas de droit donc, à la hiérarchie militaire souvent, et les éléments sont sur le terrain et ils n'en bénéficient pas? C'est une question qui revient de façon récurrente. Vous savez, toutes les questions qui concernent la sécurité ne peuvent pas être débattues à la place publique. Lorsque nous sommes allés à Nassumbu, évidemment, les éléments qui étaient en manœuvre dans la zone avaient considéré que ce qui était prévu pour eux était en deçà de ce qui était prévu pour les éléments qui étaient au GFAT. J'ai donné instruction sur place que les choses soient régularisées. C'est pour dire que, en ce qui nous concerne en tant que ministre de la Défense, tout ce qui devra être fait sera fait correctement. Et je voudrais dire que tout ce qui se dit non plus n'est pas forcément
à prendre comme vraiment ce qui se passe réellement. C'est pourquoi je crois que dans tous les cas, avec la nomination du nouveau chef d'état-major, ce sont des questions qui seront réglées au fur et à mesure des préoccupations qui seront évoquées. Monsieur le Président, il est clair que nous sommes en guerre contre le terrorisme, mais dans cette guerre, il y a un général qui manque à l'appel. Il s'agit bien du général Yacouba Isaac Zida. Est-ce qu'il fait toujours partie de l'armée burkinabé? Et vous avez, à Dakar, le 5 juin 2016, dit qu'il était indispensable et obligatoire qu'il rentre pour répondre. Qu'en est-il aujourd'hui? Comme vous le constatez, le général Zida n'est pas rentré. Il a été passé en conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des forces armées nationales. C'est clair. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'aval de vos voisins nigériens et maliens pour que nos soldats puissent pourchasser les assaillants jusqu'au Mali ou au Niger? Comme vous avez reçu le président malien il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez aujourd'hui son aval pour que nous puissions pourchasser tous ceux qui viendraient nous agresser sur notre territoire? Je voudrais vous rassurer que nous sommes en discussion avec le Mali et le Niger. Et d'ailleurs, rien qu'il y a de cela 2 jours, les chefs d'état-major des 3 pays se sont réunis pour discuter de ces questions-là. Et après cette réunion des chefs d'état-major, les ministres et les chefs d'État vont se réunir pour que nous puissions définir les conditions dans lesquelles nous allons, grâce à des patrouilles mixtes, déjà gérer le contour de nos frontières. Nous allons également discuter de cette question du droit de poursuite. Parce que vous savez, le droit de poursuite, il y a des dangers dedans. Parce que nous pouvons poursuivre des gens qui se réfugient dans un village, nous attaquons le village, on rentre dans un autre problème avec les populations du Mali et ça crée d'autres types de conflits. C'est pour cela qu'il faut, je dirais, harmoniser nos méthodes de travail ensemble. Et je crois que nous avons prévu effectivement que début janvier, nous puissions nous réunir à 3 pour essayer de finaliser un accord sur la gestion de les frontières entre nos 3 pays. Monsieur le Président, nous allons poursuivre dans cet entretien. Peut-être une dernière question. On sait que vous aviez souhaité le redéploiement d'une partie des forces burkinabées donc déployées au sein de l'amunissement vers la frontière pour permettre en tout cas de barrer la route à ces terroristes-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un acquis et est-ce qu'il y a une échéance à laquelle on peut espérer ce redéploiement-là? Non, je pense que c'est un acquis. Une partie de ces troupes va redescendre vers nos frontières et sera appuyée en partie par des troupes qui viendront, qui seront des troupes sénégalaises qui viendront donc de la Côte d'Ivoire, puisqu'ils vont quitter leur participation là-bas, ils vont se replier donc vers le Mali avec nous. Donc c'est pour dire que c'est acquis et c'est quelque chose qui sera opérationnel, nous le pensons, dès janvier 2017. Alors, Monsieur le Président, on va poursuivre donc avec l'autre volet de cette rubrique, c'est donc le volet politique. Alors, peut-être pour commencer, on sait qu'actuellement donc la Commission constitutionnelle est à pied d'œuvre pour donc le passage à la 5e République. Déjà, dans l'idée, certains estiment qu'il n'était pas vraiment nécessaire de passer à une 5e République. Qu'est-ce qui vraiment fonde cette volonté affichée de passer à cette 5e République? Non, je pense que il faut qu'on soit précis. Un de nos thèmes, de mes thèmes principaux de campagne a été la nécessité de procéder à la relecture de la Constitution parce qu'il fallait effectivement approfondir la démocratie. Et comme vous le savez, nous venons d'une insurrection populaire et que les différentes insuffisances, au-delà de la modification de l'article 37, au-delà de l'existence ou non d'un Sénat, il y avait d'autres points qui étaient des points de discussion et qu'il fallait donc clarifier dans la Constitution. Lorsque j'ai été élu, j'ai mis conformément à ce que j'avais promis de faire une commission constitutionnelle en place pour réfléchir aux réformes qu'elle considère nécessaires pour nous permettre d'approfondir la démocratie dans notre pays. Toutes les composantes y ont répondu. Le président Alidou a été élu donc et désigné comme pour être le président
de cette commission. Et je dois dire que cette commission a avancé dans son travail. Je voudrais simplement préciser, parce que lisant la presse comme vous, j'ai vu qu'on a dit, effectivement, il y a des tentatives de vouloir imposer des choses à cette commission constitutionnelle. En tant que chef de l'État, moi j'ai désigné des personnes pour participer à cette commission. Vous pouvez le constater, je n'ai donné ni des instructions, et eux-mêmes, ils ne reviennent même pas me rendre compte des discussions qu'ils font sur la question. Parce que j'ai considéré que j'ai demandé un travail, j'ai désigné des personnes qui sont compétentes dans ces matières-là et qui leur appartenaient, en liaison avec aussi bien les partis politiques, la société civile, les coutumiers, les religieux, de pouvoir définir ce qui pourrait être bien pour le Burkina Faso, et cela de façon consensuelle, je précise bien. Je voudrais également préciser que pour moi, si le consensus n'est pas obtenu sur un point donné dans les discussions de la Commission constitutionnelle, on revient à la Constitution, au terme de la Constitution telle qu'elle existe. Le président du Faso ne va pas s'arroger le droit de dire « voilà mon point de vue ici, là, il faut changer, là, pour modifier. » Là, j'ai dit le consensus qui sera arrêté par les partis, ça sera également mon consensus. Et c'est qu'à ce moment-là que nous irons donc aux discussions et, je dirais, au référendum pour motiver le peuple burkinabé à voter cette nouvelle constitution que nous aurons consensuellement établie. Excellent. La commission constitutionnelle est à pied d'œuvre. Et ce basculement dans la 5e République, est-ce qu'on va aller, parce que je sais qu'il y a eu un moment où vous avez, en tout cas, laissé échapper que vous êtes pour le régime parlementaire rationalisé. Est-ce qu'on va vers ce régime parlementaire rationalisé comme en France, ou bien un régime parlementaire simple, ou bien un régime présidentialiste comme c'est le cas actuellement? Non, je voudrais dire que, comme vous dites, la commission constitutionnelle a pris d'œuvre, il ne m'appartient pas de donner des points de vue pour influencer. Je suis le président de tous les Burkinabés. J'ai dit, comme je vous l'ai dit tantôt, que j'ai donné mandat à ce que cette réflexion soit menée et que les propositions soient faites. Au terme des travaux de la commission, qui devra également se rendre dans les régions, pour compiler les avis, à ce moment-là, nous saurons sur quel pied on a décidé au Burkina Faso. En ce qui concerne le régime, c'est le régime qu'on aura choisi. Donc, je voudrais m'arrêter à ça en termes de commentaires pour ne pas aller plus loin dans cette discussion. Monsieur le Président, peut-être vous ne voulez pas aller plus loin, mais sur cette commission constitutionnelle, la presse nous fait cas aussi du fait qu'il y a une volonté de suppression de la justice militaire, mais que l'armée s'opposerait. Vous êtes ministre de la Défense, qu'en est-il? Vous savez, une commission, c'est un lieu de débat démocratique. Et comme je vous l'ai dit tantôt, que l'armée ait une position de demander que le tribunal militaire soit maintenu, la discussion doit se mener au sein de la commission. L'armée participe en tant que membre de la commission. Et je vous ai dit et répété, s'il n'y a pas de consensus sur un point, on revient au terme de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pour vous rassurer que ce n'est pas parce que c'est l'armée qu'il y a une obligation de changer. Mais l'armée a le droit de donner son point de vue, parce qu'au-delà des problèmes qu'ils ont à gérer maintenant, quand des militaires commettent des délits, il faut qu'ils soient jugés quelque part. Et le tribunal militaire, c'était le cas dans lequel ces jugements se faisaient. Monsieur le Président, durant cette première année d'exercice de pouvoir, vous avez été critiqué pour le choix de certains hommes de votre entourage. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, vous pensez être bien entouré et avoir mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Toujours sur cette question d'entourage, parlant de Salif Diallo, en juillet 2009, vous avez dit que le loup ne devient pas agneau, il demeure loup. Est-ce qu'après cette année de cohabitation à la tête de Burkina, vous pensez toujours la même chose?
Je voudrais d'abord, sur la première question qui était relative au choix des hommes, vous dire que dans la gestion du pouvoir, le choix des hommes est toujours une question délicate. Parce que vous ne trouverez jamais un homme qui fait un consensus général sur l'ensemble du territoire. Il a toujours un défaut quelque part, parce que chacun de nous a une adversité, a un adversaire, a quelqu'un qui considère que soit il n'est pas compétent, soit il le connaît, etc. Comme on ne fait pas de concours non plus pour être dans ces activités, on ne peut apprécier les hommes qu'on choisit qu'à l'aune de leur réalisation et de leur activité sur le terrain. Et donc, de ce point de vue-là, je peux vous rassurer que nous ferons le bilan de notre 1 an de gouvernement et que nous tirerons les conséquences que nous devons tirer si cela est nécessaire. Mais je considère qu'aujourd'hui, au regard de tout le travail qui a été fait, parce que quand je regarde, le gouvernement a été mis en place le 12 janvier 2016. Le 15, nous avons eu l'attentat. Il a fallu s'atteler à ça. La question sécuritaire s'est imposée dans notre programme. Nous avons été obligés de faire une loi de finances rectificative qui a été votée par l'Assemblée en avril. Donc le budget de l'État a été mis en place de façon décalée. Et si vous comptez d'avril à maintenant, ça fait 8 mois de travail. Je dois quand même, malgré les insuffisances qu'on peut avoir sur les uns et les autres, considérer qu'un grand travail a été effectué quand on voit les résultats. Même si on dit que les résultats sont mitigés, je dois dire que le Burkina Faso est sur la bonne voie. Et à partir de 2017, puisque c'est notre budget que nous avons adopté, les performances doivent être un peu plus décuplées que ce que nous avons fait en 2016. Le deuxième point sur lequel vous m'avez posé la question concernant Salif Diallo, Salif Diallo et moi-même travaillons ensemble depuis quand même très longtemps. Nous sommes des vieux compagnons de lutte, aussi bien quand j'étais, je dirais, au MPP, c'est mon premier vice-président. Donc je veux dire quand même que nous avons des relations, je dirais, de camaraderie, des relations, je dirais, de travail ensemble, même si nous n'avons pas le même tempérament. Mais cela n'annule pas les rapports que nous avons, qui sont des rapports que je considère de bonne qualité. Il n'y a donc pas de couteau tiré entre vous et le président de l'Assemblée nationale, parce que la rubrique qu'il y a en tout cas des couteaux, des divergences entre vous et il y a des actes également qui semblent le confirmer, à savoir qu'il ne semble pas partager votre vision vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Et à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez véritablement rassurer les Burkinabés que vous n'êtes pas à couteau tiré? Je vous rassure, parce que si on était à couteau tiré, vous le saurez. Ce ne sera pas simplement de simples opinions que vous entendrez. Alors, je voudrais simplement dire, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des différences de tempérament. Ça, c'est évident. Mais je dois dire que le budget que nous adoptons et l'ensemble des lois que nous faisons ratifier par l'Assemblée nationale, c'est des financements de Bretton Woods, hein, ça ne vient pas d'ailleurs. Donc je crois quand même pouvoir dire que ces déclarations sont des déclarations qui viennent un peu du tempérament, mais qui ne correspondent pas à une réalité pratique de la vie économique de notre pays. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun couteau, ni arabe, ni tiré. Hussein Ilboudo, pour fermer cette rubrique. Oui, Monsieur le Président, vous avez tantôt évoqué les réajustements ministériels qui vont avoir lieu. Ça sera avec ou sans l'actuel Premier ministre, Paul Kabatieba? Ça, c'est ma prérogative. Je ne vais pas m'asseoir ici pour parler de ça. Alors, Monsieur le Président, sur ce volet politique, s'il y a également une tâche assez noire qui aura marqué cette année 2016, ce sont les violences qui ont émaillé
donc les élections municipales et qui continuent jusqu'à présent parce qu'il y a des conseils municipaux qui ont du mal à fonctionner ou même qui sont, il y a des maires qui viennent d'être, un maire qui vient d'être révoqué. C'est la preuve que jusqu'à présent, cette tension l'a perdu. Comment vous avez vécu? Parce que c'est assez inouï au Burkina Faso. Je pense que dans l'histoire, c'est la première fois qu'on atteint quand même ce degré de violence là sur la scène politique. Alors comment vous avez vécu cette situation et comment on peut aujourd'hui travailler un peu à réconcilier, disons, les cœurs? Je dois dire qu'on a vécu cette situation, en tout cas en ce qui me concerne, avec beaucoup de désolation. Parce que nous ne sommes pas à notre première élection municipale. Et je dois pouvoir dire que cela a montré, mis à nu simplement, que la culture démocratique n'est pas encore acquise au Burkina Faso. Et ce travail-là, c'est un travail qui doit être fait au niveau des partis politiques, au niveau de l'État, au niveau des citoyens, au niveau de la société civile, pour que nous puissions accepter que dans une élection, il y a toujours un vainqueur et un vaincu, mais que, en ce qui concerne les municipalités, une fois que nous avons terminé les élections, l'intérêt, c'est de travailler à construire la commune. Malheureusement, on a exacerbé le caractère politique au niveau, je dirais, des conseils municipaux, et cela explique un peu les différents travers que nous avons pu voir, je dirais, au cours des élections, et je dois pouvoir dire que ça doit être la dernière fois que nous assistons à un tel spectacle. C'est pourquoi je milite fondamentalement à une réforme et à une vision de la manière dont nous allons élire et les conseils municipaux et les maires. Parce qu'aujourd'hui, le maire qui est élu dans le cadre du conseil municipal, évidemment, c'est quelqu'un qui est pris en otage par les conseillers. Et de ce point de vue-là, des orientations ont été données au ministre de l'Administration pour de la décentralisation pour réfléchir et trouver un nouveau modèle sur lequel nous allons nous fonder pour faire les prochaines élections. Monsieur le Président, ça vous fait quoi de savoir que ces violences émanent particulièrement de votre parti, le MPP? Parce qu'on l'a vu, hein, pour la plupart de ces communes, votre parti est mis, le doigt accusateur est pointé sur votre parti. Il y a même eu au sein du parti des cas d'indiscipline qui ont été sanctionnés. Non, mais vous savez, le MPP n'est pas au-dessus de tous les partis. Nous avons les mêmes insuffisances et les mêmes qualités. Je dois pouvoir dire que, même si vous dites que toutes les violences viennent de chez nous, je dois pouvoir vous dire qu'ils viennent d'ailleurs également. Nous assumons notre part de responsabilité en ce qui concerne les MPP. Et je pense qu'ils doivent assumer leur part de responsabilité dans cette question. Et c'est pourquoi, comme vous le constatez, des sanctions ont été prises vis-à-vis de ces militants. Mais comme je dis, que ça vienne du MPP ou d'ailleurs, c'est désolant. Et ce n'est pas acceptable. Ça, au moins, ça doit être clair. Monsieur le Président, toujours une question liée donc à la politique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème entre vous et Salif Diallo. J'espère que vous avez un regard sur ce qui se fait actuellement à l'Assemblée nationale. Vous, président du Faso, quand vous avez appris l'histoire des tablettes et l'histoire encore des 1 million de francs CFA, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous l'avez appelé pour lui dire ce qui se fait là-bas n'est pas juste parce que la population n'est pas du tout contente? Vous savez, moi je suis très clair dans les rapports que j'ai. Parce que je considère d'une part que nous sommes tous dans des institutions, nous sommes certainement liés par la séparation des pouvoirs, mais lorsqu'il y a eu la question des tablettes, nous avons échangé. Et j'ai demandé, effectivement, qu'on puisse faire voir avec les députés, parce que la discussion aujourd'hui était qu'il fallait remettre les tablettes et que ces tablettes-là soient remises à Huawei. La position est très claire. Parce que, évidemment, la manière dont ce dossier a été mené a posé beaucoup de difficultés. Et je suis content aujourd'hui que ces tablettes ont été restituées au ministère. Et comme je l'ai instruit, ces tablettes seront remises à Huawei pour solde de tout compte, comme on dit, sur ce dossier. Le second point, concernant le million distribué à l'Assemblée nationale, je dirais simplement que l'erreur est que
le communiqué même qui a été fait par l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question de la légalité, c'est une question même de l'opportunité, au regard même du contexte dans lequel vraiment que nous traversons dans notre pays. Parce que quoi qu'on veuille, nous sommes dans une situation où la charge émotionnelle est forte. Nous sommes dans une situation où tout le monde reconnaît que c'est difficile partout. Même si l'idée, c'était qu'il fallait donner ce million pour permettre aux députés de pouvoir rendre compte de leur mission sur le terrain, il aurait fallu quand même réfléchir, comme je dirais, par 2 fois, pour se dire qu'il fallait ne pas distribuer cet argent-là. Je crois que ça, ma position est très claire dessus en tant que citoyen, même si c'est une institution de la République, nous avons la séparation du pouvoir. C'est vrai que l'Assemblée nationale définit son budget, le gouvernement n'a pas de regard, et c'est ça aussi la séparation. Et de ce point de vue-là, voilà donc ma position. Je dois pouvoir vous dire que nous discutons en toute franchise entre nous sur ces questions-là. Sur le domaine de la gouvernance politique, est-ce que politiquement, Roch Kaboré se sent président? Est-ce que vous avez pu opérer cette mue kossiamienne? Puisque pour beaucoup, il y a une sorte, vous êtes resté le même, une débonnaire présidentielle qui confine même à un abaissement de la fonction. Est-ce que vous êtes aujourd'hui conscient que vous êtes président du Faso? Je pense que vous n'allez pas me dire quand même que le peuple burkinabé adore les dictateurs. Je dois quand même dire que je suis bien dans mes fonctions. J'ai été élu par le peuple burkinabé qui m'a fait confiance et j'ai des responsabilités, des résultats que je dois redonner. Être chef, ce n'est pas terroriser les gens. J'ai beau être de bonheur, je sais à quel moment également il faut mettre la fermeté dans les rapports. Je dois vous dire simplement que je suis un président, je dois allier la fermeté à la sagesse, parce que nous sommes au Burkina Faso. Nous avons vécu tous les événements de ce pays et nous devons travailler justement à réconcilier les Burkinabés entre eux. Et c'est pour cela que je crois qu'il nous faut comprendre que je suis resté moi-même, parce qu'il faut se mettre en tête que les fonctions présidentielles, c'est des fonctions passagères. Nous avons des missions à assumer. On a beau s'écarter du monde, demain on se reviendra à cette même place. C'est pour cela que j'estime que nous devons rester nous-mêmes. Nous ne devons pas nous laisser déborder par le pouvoir et montrer que nous sommes devenus des super-hommes. Non, c'est les hommes et les femmes du Burkina qui nous ont amenés ici. On leur doit toujours le respect et une relative proximité pour avoir l'écoute de leurs préoccupations. Monsieur le Président du Faso, vous êtes bien sûr le président de tous les Burkinabés. Pensez-vous que vous avez une majorité à l'Assemblée qui puisse vous soutenir dans vos actions durant les 5 années à venir? Une forte majorité. Je n'ai même pas de doute là-dessus. Je pense que depuis que nous avons commencé à travailler, l'Assemblée, nonobstant en tout cas les travaux qu'ils font dans les différentes commissions, a toujours accompagné le gouvernement dans ses missions. Et je le remercie vraiment de ce travail qui est fait pour nous. Alors, Monsieur le Président, pour boucler avec cette rubrique, il y a cette question également de l'indépendance de la justice. Alors, en tout cas, un acquis sous la transition, mais qui à un certain moment avait un peu, disons, vacillé. En tout cas, dans votre entourage, certains ont semblé regretter un peu cette indépendance totale accordée à la justice. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que vous regrettez, vous avez un brin de regret concernant donc cette indépendance totale accordée à la justice, quand souvent vous-même vous le dites, vous êtes pris un peu au dépourvu par certaines décisions? Non, je n'ai aucun regret. Je dois vous dire quand même que dans le programme, il est écrit noir et blanc que nous allons mettre en œuvre la réforme de la justice. Il serait malséant pour moi, après une année, de venir dire que je fais autre chose. Donc c'est pour vous dire que je reste attaché à cette indépendance. Mais
l'indépendance entraîne des devoirs pour chacun. Aujourd'hui, plus que jamais, vous savez que les Burkinabés ont un besoin de justice. Parce que nous ne pouvons pas aller à la réconciliation sans la justice. Donc c'est pourquoi les juges doivent travailler à ce que l'indépendance qui a été acquise permette effectivement de traiter l'ensemble des dossiers pendants de manière à être en adéquation avec la volonté et les intérêts du peuple burkinabé. Monsieur le Président, il y a la volonté, mais la justice, c'est aussi une question de moyens. Vous vous êtes engagé à travers votre programme à donner aussi les moyens dans ce sens, notamment à faire passer le budget de ce secteur de 0,96 à 2%. Jusque-là, ce n'est pas le cas. Comment comprendre effectivement cette volonté de permettre à la justice de faire son travail, mais en même temps, on a comme l'impression que les moyens ne suivent pas, même si pour les questions de salaire, c'est peut-être réglé, mais derrière, il y a d'autres formes de moyens qu'il faut mettre à la disposition de cette justice pour lui permettre de faire son travail. Autre fait, c'est que vous parlez d'indépendance de la justice, mais en même temps, dans le discours, on vous voit parfois, que ce soit vous, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit d'autres membres du gouvernement, se prononcer sur des décisions de justice. Si bien qu'on se demande si véritablement, est-ce que vous avez une autre compréhension de l'indépendance de la justice ou alors la justice, elle est véritablement indépendante? Parce que je prends l'exemple, par exemple, aussi de cette militante de la société civile qui a ouvertement annoncé que le palais de la justice pourrait connaître le même sort que l'Assemblée nationale. Mais sur cette question, par exemple, on a vu l'État, vous qui êtes garant aussi de la protection des institutions, sur cette question, on a entendu l'autorité n'a pas pipé mot. Je dois vous dire, pour revenir en commençant par la dernière question que vous avez posée, et si l'autorité devait piper mot sur chaque déclaration qui est faite au Burkina Faso, qui sort en dehors du cadre légal, on nous aurait accusé de beaucoup de choses. Mais je dois dire simplement que nous sommes des républicains. Toutes nos déclarations, tous nos actes que nous devons poser doivent refléter la République, les lois que nous avons adoptées ensemble. C'est pour dire que je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui est incendiaire. C'est évident. Je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui s'attaque au fondement de la démocratie de façon générale. Mais je dois dire, parlant des moyens à donner à la justice, qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas un pays qui est doté au plan financier. Tous les secteurs sont prioritaires. La santé, l'école, l'université. Mais la justice, nous faisons le maximum de ce que nous pouvons faire en termes de dotation. Nous avons des accords avec des partenaires qui nous appuient également dans les réformes de la justice. Tout cela, c'est des moyens qui sont mis dans la justice. Pour dire le droit sur des questions qui sont des questions fondamentales, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de moyens pour le faire. En tout cas, nous sommes engagés à soutenir autant que de besoin pour faire en sorte que nous puissions finir avec l'impunité au Burkina Faso.